Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Après s'être illustré par sa gestion exemplaire de la pandémie du Covid-19, le Maroc ouvre un nouveau front qui fait de lui un modèle continental, voire mondial. Le Royaume s'apprête à produire des vaccins anti-Covid, comme cela a été convenu ce lundi 5 juillet lors d'une cérémonie présidée par le roi Mohamed VI à Fès. Et pour en parler et voir ce qu'implique ce projet dont l'écho fait le tour du monde, Azzeddine Ibrahimi est en direct avec nous depuis Rabat. Il est le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, mais surtout membre du comité scientifique anti-Covid au Maroc. Bonjour docteur. Bonjour Omar, et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être là avec nous. Alors, quand on dit tout d'abord, on va évoquer toutes les facettes de ce projet d'envergure, docteur, mais avant tout, quand on dit que le Maroc va produire des vaccins anti-Covid, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire, docteur? Voilà, donc juste pour rappeler un petit peu la chronologie des choses, le Maroc avait une vision dès le départ qui était faite sur un état des lieux très dur avec lui-même en fin de compte, parce que dès le mars 2020, en fait, le Maroc s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas produire ni plus ou moins développer des vaccins anti-Covid. Et donc, il y avait une vision royale pour vraiment, dans un court terme, être capable de le faire. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas tout simplement une vision, une stratégie, mais vraiment des plans. Et là, ça revient à votre question pour dire, en fin de compte, le Maroc, à travers au moins une compagnie, avait la possibilité de faire ce qu'on appelle du fill and finish, c'est-à-dire on va du remplissage et de le faire correctement, parce que c'est une technologie un petit peu compliquée, parce que je rappelle que les vaccins et les médicaments biotech, c'est en fin de compte des composés qui ont besoin des unités stériles pour le faire. Et donc là, il y avait une entité qui est marocaine, structure marocaine, qui avait la possibilité de le faire. Et l'État, c'est ça ce qui est merveilleux, pour une tranche, ça c'est juste une tranche de ce qui est arrivé le lundi, une tranche, c'était en fin de compte que l'État plus ou moins va prendre disposition de ces unités de production, et à travers un accord avec Sinopharm, va ramener ce qu'on appelle le bulk, c'est-à-dire une quantité très importante du vaccin, et faire du remplissage, ce qui va permettre d'avoir au moins à peu près 5 millions de doses par mois dans une courte durée. C'est quelque chose de très très bien. Voilà. Alors, docteur, il y a de cela quelques mois, s'était posé la question de la levée des brevets sur les vaccins. Est-ce que dans le cadre donc de ce fill and finish, on en est là, ou plutôt c'est juste une étape de la fabrication du vaccin qui est transférée ici? Voilà, très bonne question, Omar. Et pour dire en fin de compte, il y a deux approches. C'est ce qu'on appelle une approche descendante, une approche ascendante pour la production et le développement de vaccins. Et donc, en fin de compte, quand vous avez parlé des brevets, c'est en fin de compte la phase ascendante. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? L'approche ascendante, on va prendre ces transferts de brevets, de savoir-faire, et commencer from scratch, c'est-à-dire dès le départ. On va essayer de faire le développement d'un prototype dans un laboratoire, faire les essais et tout ça, et remonter la chaîne en haut. Alors que là, pour aller rapidement, c'est en fin de compte, on commence avec une approche descendante, top-down. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les dernières phases qui sont le remplissage et le fill-in, et on est en train de le faire, donc on pourra le faire rapidement. Et après, l'approche marocaine, ça me permettra de parler de l'approche marocaine, descendre le long vers en bas. C'est en fin de compte, il y avait une signature très très importante que pas mal de gens n'ont pas remarqué. C'est en fin de compte, il y a une compagnie suédoise qui va plus ou moins ramener plusieurs unités de production de vaccins au Maroc, et c'est quelque chose de très très important. Et là, on va faire cette phase middle range. Ce qui reste du long terme, c'est en fin de compte, on va arriver à ce que vous venez de dire, c'est en fin de compte le transfert de technologie, des brevets, et commencer avec ça. Je rappellerai, pour les gens qui ne connaissent pas ça, la levée de brevets, Moderna, dès le départ, il avait dit qu'il ne protégerait pas son brevet, mais malgré ça, personne n'a pu le faire, tout simplement parce que c'est très compliqué de commencer de zéro, et c'est pour cela que je pense que l'approche descendante est plus intéressante que le Maroc a choisi. Alors, docteur, je prends un peu l'exemple de l'automobile. On sait que des voitures sont fabriquées au Maroc, et là, le principal indice, le plus souvent, c'est le taux d'intégration locale. Pour ce qui est de ce vaccin-là, quel est, si on ose dire, le taux, je ne dirais pas d'intégration, mais le taux de contribution locale?
Ben voilà, si on commence par cette phase, c'est une très bonne question, un très bon exemple. C'est la même chose que le Maroc veut faire. Peut-être qu'on commencera avec un taux d'intégration, c'est-à-dire du tout le système qui est comparable à 50%, mais après l'augmenter comme on l'a fait pour l'automobile, comme on l'a fait pour l'aéronautique. Mais en fin de compte, pour la phase finale, qui est la phase en fin de compte du fill et end finish, je pense que le Maroc est à 100%, c'est local, c'est les capabilities, c'est-à-dire les ressources humaines sont là. Je pense que la compagnie est tout. Peut-être qu'il y aura d'autres compagnies au Maroc qui peuvent le faire. Ce qui sera plus dur, c'est en fin de compte, si vous dites, c'est en fin de compte, essayer de le faire dès le départ avec un brevet et faire toute l'approche, c'est-à-dire proposer des prototypes, les essais précliniques, les essais cliniques et après la fabrication. Ça prendra de temps, mais je voudrais dire en fin de compte, même le Maroc au niveau down, c'est-à-dire du côté des universités, de notre côté, nous on avait fait notre chemin parce que ça fait plus de 13 ans qu'on est en train de faire de la biotechnologie, qu'on a des ressources humaines, qu'on a vraiment une sensibilisation du grand public à l'approche biotechnologique, parce que Rêve, si vous me permettez, je voudrais rappeler que le Maroc, de point de vue pharmaceutique, de point de vue chimique, le Maroc est très très bien positionné parce que 65% de la production est faite par les sociétés marocaines. Et nous, on veut passer, c'est pour cela c'est très très important, c'est une mutation importante, on va passer ce qu'on appelle des protéines thérapeutiques avec les médicaments biotech et les biosimilaires. Et là, c'est un autre ball game, comme disent les Américains, et on se prépare de le faire from scratch. Et on a les deux approches. Mais donc, nous, ce qu'on a choisi au Maroc, c'est de le faire top-down, c'est-à-dire descendante, une approche descendante, mais aussi ascendante avec une approche qui intégrerait aussi les universités. L'exemple que j'ai en tête, que j'aime toujours proposer, c'est en fait Oxford-AstraZeneca. C'est vrai qu'on est ni Oxford ni AstraZeneca, mais on a l'ambition d'être un petit Oxford-AstraZeneca. Un petit Oxford AstraZeneca qui deviendra sûrement grand, car là, c'est quand même, on le dit, c'est une première au niveau continental. Alors là, c'est le laboratoire Sotema qui a été impliqué dans un premier temps. Est-ce que après ce laboratoire, il y a d'autres acteurs de l'industrie pharmaceutique locale qui fait partie des meilleurs du continent? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs locaux qui sont donc en phase ou en piste pour pouvoir eux aussi s'engager avec d'autres producteurs de vaccins? Ouais, l'implication royale est très très importante dans ce sens, parce que quand vous avez l'application royale, ça veut dire que ça devient une vision nationale, et même pas une vision nationale, c'est une vision continentale. Et je le rappelle chaque fois avec beaucoup d'amertume, parce qu'il y a moins de 2% d'Africains qui sont vaccinés, et on sait au Maroc qu'on peut s'en sortir comme pays, mais on ne pourra pas s'en sortir comme continent si on n'arrive pas à produire des vaccins, et c'est pour ça que c'est très important. Donc le fait que Sa Majesté en sa personne, physiquement, est vraiment impliqués dans ce projet, je pense qu'il y aura de plus en plus de compagnies qui vont être impliquées, et ça ne m'étonnerait pas qu'on voit d'autres signatures le plus rapidement possible. Alors, parlons maintenant de l'export. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué aussi, l'objectif in fine, c'est de servir les marchés continentaux, en tout cas les marchés africains. Vous l'avez évoqué aussi l'Afrique en est qu'à environ 2% de taux de vaccination de sa population. Selon vous, comment aujourd'hui, ou dans quel délai il serait possible non seulement de répondre aux besoins du marché local, mais aussi d'exporter sur les marchés continentaux? Pour que ça soit très très clair, en fin de compte, les délais, c'est un petit peu très difficile de définir, pour une raison très très simple, parce qu'on a des produits ou un produit qui est le vaccin qui est demandé de partout, et donc il y a une demande internationale très forte. Mais ce qu'on sait au Maroc, en fin de compte, on est sur la bonne voie, on a tout, la compagnie est là, et en fin de compte la volonté politique est là, il y a le partenaire qui est là, qui a signé une signature, et donc si tout marche bien, mais ça c'est vraiment que j'insiste dessus, si tout marche bien, parce que on a sait avec la pandémie, ça change tous les jours presque, on pourrait plus ou moins dans un délai de 6 mois, être capable plus ou moins de répondre aux besoins nationaux, qui est très très important. Mais moi, j'ai toujours dit qu'en fin de compte, comme l'a dit l'Organisation mondiale de la santé, il faut vraiment chaque pays qui dépasse les 20% de vaccinés regarde autour de lui. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, les gens n'en ont pas parlé beaucoup, mais le fait que le Maroc a partagé des vaccins avec la Mauritanie, je pense que c'est très très bien. Mais je pense que, je sais que vous avez une audience africaine, mais je pense que le Maroc jouera son rôle de leader et vraiment
va partager tout ce qu'on a, le savoir-faire, les vaccins et tout ça. Comme on l'a fait, Sa Majesté l'a démontré depuis le départ, on a partagé des masques, on a partagé beaucoup de choses. Et donc là, c'est très très important pour une raison très très simple, je le répète, scientifique. La pandémie, on ne pourra pas s'en sortir. Les gens se trompent, les pays riches se trompent. On ne pourra pas s'en sortir de la pandémie si on n'arrive pas à vacciner l'Afrique. L'Afrique, c'est 1,3 milliard de population. Si on délaisse cette population et on laisse le virus se multiplier, certainement, il y aura des mutants et des mutations, des variants. Et par la suite, on sera obligé de revenir à la case zéro. Le Maroc est très conscient de ça et la volonté royale est très consciente de ça, c'est-à-dire agir localement, mais avec une vision globale. Mais notre vision pour le Maroc, et je le pense et je me permets de le dire, c'est l'Afrique. L'Afrique. Alors, on va parler de l'Afrique, mais une autre question peut-être que vous avez évoquée, vous disiez qu'au bout peut-être de 6 mois, on devrait commencer à peut-être produire quelque chose qu'on pourrait exporter. Mais concrètement, quand est-ce qu'est prévu le début de la production des vaccins? Est-ce que ici, on aura aussi, c'est une double question, est-ce qu'on aura ces fameuses phases de test de ces vaccins? Voilà, je rappelle quand vous faites les phases finales de production de fill and finish, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de ça parce que le matériel que vous ramenez, c'est déjà normalement un matériel qui est certifié, autorisé et tout ça. Donc là, vous faites le remplissage et après vous avez une partie d'assurance qualité qui va se faire pour autoriser plus ou moins ce vaccin. Chaque fois, je parle de médicaments biotech parce que pour moi, dans ma tête, quand vous avez une plateforme biotechnologique, vous allez produire du vaccin, mais aussi vous allez produire du médicament biotech et vous allez produire des anticancéreux, de l'insuline et vous allez produire aussi des biosimilaires. Pour revenir à votre question, ça dépendra de vraiment, pour le dire honnêtement, c'est pour combien de temps ça va prendre pour faire amener le bulk au Maroc. Le deuxième point que vous avez dit, c'est en fin de compte les essais cliniques et tout ça. C'est là dont j'ai parlé quand vous avez une approche ascendante, c'est-à-dire down to the top. Et là, vous le faites comment? Vous le faites en fin de compte en développement le médicament. Parce que là, jusqu'à présent, on a parlé de production. Quand vous développez, vous allez avoir un prototype et quand vous produisez n'importe quel produit, vous êtes obligé de s'assurer que ça marche. Sauf que quand vous avez un produit thérapeutique, ça demande beaucoup de temps et pour le vérifier, vous êtes obligé de faire des essais précliniques, des essais cliniques et tout ça. Mais le Maroc a tout l'arsenal juridique maintenant, réglementaire. Avec la pandémie, je pense qu'on a fait fonctionner ce système et ça marche. Donc là, pour le fill and finish, ça va être très rapide. Je pense que ça prendra pas beaucoup de temps. Pour l'autre, c'est vraiment à moyen terme qu'on est en train de réfléchir pour pouvoir profiter des brevets à l'international et produire, que ce soit des vaccins, parce que là, je rappelle qu'il y avait un terme très important dans cette journée, c'est en fin de compte pas tout simplement le vaccin anti-Covid, mais des vaccins. Et là, c'est très, très important de le souligner. Justement, docteur, ça allait être ma question suivante, à savoir aujourd'hui, ce n'est pas que le Covid. L'objectif, c'est de faire du Maroc un hub de production de vaccins. Justement, quels sont les types de vaccins ciblés, docteur? Voilà, va me donner la perche un petit peu pour juste faire une définition des termes. Voilà, parce que là, les gens confusent beaucoup de termes. Donc là, quand on parle d'un principe qui est vendu maintenant, la plupart du temps, c'est tout simplement un produit chimique qui est plus ou moins. Et donc après, quand on fait une copie, généralement, c'est ce qu'on appelle un générique. C'est une copie d'un composé chimique. Le Maroc va faire un saut. C'est ça ce qui est très, très important. C'est vraiment, là, on va passer de l'autre côté, c'est on va produire des protéines thérapeutiques. Et là, on parle de médicaments biotech, là par exemple l'insuline. L'insuline, c'est une protéine qui est utilisée pour une thérapie. Et là, quand vous avez, juste pour que les gens comprennent, c'est en fin de compte, quand on parle d'une copie d'un médicament biotech, on parlera de biosimilaire. Comme ça, les gens font la différence. Quand vous allez entendre un biosimilaire, c'est vraiment une copie qu'on va faire tout simplement parce que le brevet est tombé dans le public. Donc, il y a le principe chimique, il y a le générique, tout ça c'est chimique. De l'autre côté, on a le médicament biotech qui est une protéine thérapeutique et sa copie qui s'appelle le biosimilaire. Le Maroc, jusqu'à présent, ils avaient one leg, c'est-à-dire une jambe, mais là, tout ce qui est l'industrie pharmaceutique marocaine aura les
des gens. Donc, on pourra faire avec cette approche biotech, parce que toute cette plateforme peut faire les deux, peut faire les vaccins, et là, on peut imaginer tous les vaccins qu'on peut produire. Ça, c'est pas un problème, parce que c'est la même plateforme, mais ça permettra de l'autre côté, et ça, c'est très, très important, parce que là, on parle que du Covid, mais il faut rappeler qu'il y a des gens qui meurent de partout en Afrique parce qu'il n'y a pas de médicaments anticancéreux. Et ces médicaments anticancéreux sont très, très chers, parce que la plupart du temps, sont vraiment des thérapies protéiques. Ils sont basés sur des protéines et c'est très cher. Je donnerai un exemple pour le Maroc, par exemple. Pour faire une cure des fois anticancéreuse, ça peut demander $5 000. Mais si vous passez au générique de biotech, c'est-à-dire le biosimilaire, vous pouvez aller jusqu'à 7 000 dirhams. Donc vous faites vraiment $700. Donc ça va faire baisser le prix énormément, parfois jusqu'à vraiment 10 fois le prix. Et ça, c'est très important pour la démocratisation, parce que ces thérapies, c'est des thérapies du futur. Plus de 50% des molécules qui arrivent en pipeline, c'est des molécules, sinon plus, des molécules biotech, ils sont très chers. Je pense que le Maroc, ça a une vision très globale, c'est profiter du Covid, déjà je dirais comme je le pense, profiter du Covid pour assainir en fin de compte cette industrie et donner une ambition vraiment innovatrice, oser en fin de compte pour développer cette autre approche de tout ce qui est médicaments biotech qui sera formidable. Pas pour nous, ça je le répète chaque fois que je passe chez vous. Moi je suis un Africain vraiment vraiment très convaincu, très africain, voilà, convaincu, très convaincu. Et je pense que pour moi en fait le Maroc c'est vraiment sa sortie, sa grandeur en fin de compte. C'est vraiment sud-sud et à travers l'Afrique. Cela nous rappelle ce fameux dicton africain qui dit encore aller seul on va plus vite, mais quand on y va ensemble on va plus loin. Le message est bien passé. Merci beaucoup Azzeddine Ibrahimi. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et également membre du comité scientifique donc anti-Covid au Maroc. Merci à vous pour toutes ces explications, docteur. Merci à vous, Omar. Merci. Très bonne journée. Très bonne journée à vous aussi et merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.